Le jeune homme qui marchait à ses côtés pouvait être l'héritier perdu d'un duché ou la raison pour laquelle tout risquait de voler en éclats. En Bourgogne, nous étions en 1848. Élise s'arrêta au bout du chemin creux. Elle avait 28 ans et 3 jours de voyage derrière elle, mais rien dans sa façon de se tenir ne trahissait la fatigue. À ses côtés, Lucien fixait sans ciller le château de Montfaucon. Il était arrivé au village 11 ans plus tôt, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, 8 ans. Peu, être 9. Personne ne le savait avec certitude parce que lui-même l'ignorait. Pas de nom assuré, pas de souvenir solide, seulement une forte fièvre de petites mains et ce regard posé sur les adultes sans rien attendre d'eux. Le père d'Élise l'avait trouvé au bord de la route. C'était un homme sévère et droit, de ceux qui se méfient des puissants, mais jamais d'un enfant abandonné. Le lendemain, il l'avait conduit devant le juge de paix. La haute table, l'odeur de vieille encre, la petite main du garçon agrippée à celle d'Élise sans qu'elle le lui ait demandé. Le juge avait à peine levé les yeux. Il avait dit que si personne ne venait le réclamer, on pouvait le confier à l'hospice de Dijon. Le père d'Élise avait répondu non. Élise avait alors 18 ans et vivait seule avec son père depuis que sa mère était morte 3 ans auparavant. Ce n'était ni une grande maison ni une vie facile, mais c'était une maison où l'on n'abandonnait jamais celui qui avait besoin d'un refuge. Lucien y entra sans que personne ne le proclame, sans cérémonie, sans papier pour l'attester. Il resta tout simplement, et au fil des jours, il resta davantage encore. Élise ne fut pas une mère pour lui. Elle était trop jeune pour cela, et avait trop de caractère pour faire semblant. Elle fut ce qu'elle était, une sœur aînée. Elle fut là pour tout ce qui comptait. Les premières années, il dessinait. Pas toujours seulement, par moments sans explication. Avec la concentration de celui qui recopie quelque chose gravé dans un lieu inaccessible à la mémoire ordinaire. Un animal au long cou, une tour, et autour des deux, un cercle tracé avec une assurance qui ne correspondait pas à cette main, aux maladroites, qui apprenait tout le reste au prix de temps, d'efforts. Élise conserva les feuilles parce qu'elles étaient à lui, non parce qu'elle comprenait ce qu'elles représentaient. Des années plus tard, lorsque Lucien eut 15 ou 16 ans, le père d'un notaire de passage dans la région arriva avec des documents scellés. Élise aperçut le seau du coin de l'œil, tandis qu'elle servait de l'eau. Elle se figea. Cette nuit-là, elle alla chercher les vieux dessins. Ils n'étaient pas identiques. Ils étaient ce que la main d'un enfant produit à partir d'un symbole que ses yeux ont vu chaque jour sans jamais en connaître le nom. Pourtant, l'animal était le même. La tour était la même. Le cercle était le même. Cette semaine-là, elle en parla à Lucien. Elle lui expliqua ce qu'elle avait vu, ce qu'elle soupçonnait, et ce que cela pouvait signifier. Il l'écouta en silence jusqu'au bout. Puis il dit qu'il ne voulait aller nulle part, qu'il avait peur de ce qu'il pourrait découvrir que ce qu'il possédait. Ici leur père, elle le village. Cette vie bâtie, pierre après pierre, depuis l'âge de 8 ans, valait, tout davantage, que toutes les réponses concernant un passé dont il ne se souvenait pas. Élise n'insista pas. Elle rangea les feuilles et attendit. Les années suivantes furent paisibles, mais quelque chose avait changé en Lucien, sans qu'il le nomme. De brefs éclats surgissaient sans prévenir et disparaissaient avant qu'il puisse les retenir, le nom d'une rivière qu'il connaissait, sans y être jamais allé, la forme d'un corridor qu'il voyait en rêve, une mélodie qu'il sifflait sans savoir d'où elle lui venait. Lorsqu'il eut 19 ans, ce fut lui qui vint trouver Élise. Il parla peu. Il lui demanda si elle avait toujours les dessins. Elle alla les chercher sans lui poser de questions. Tous deux les contemplèrent ensemble en silence pendant un long moment. Et finalement, Lucien dit qu'il voulait savoir que la peur était toujours là, mais qu'elle n'était plus grande que la question. Élise lui raconta tout ce qu'elle savait. Le sceau, le duché de Montfaucon, l'enfant disparu 11 ans plus tôt pendant une chasse, et ce que les dessins pouvaient signifier. Elle ne lui promit rien, ni que c'était vrai, ni que tout finirait bien. Elle lui dit qu'ils iraient voir, que si ce n'était rien, ils reviendraient et qu'ils ne partiraient jamais seuls. Ils quittèrent le village un matin d'octobre avec peu de bagages. 3 jours de charrette séparaient leur province du domaine de Montfaucon, une distance suffisante pour qu'un enfant égaré disparaisse du monde qu'il avait connu. Lorsque le château apparut au bout du chemin creux, Lucien s'arrêta un instant, rien de plus, un seul instant. Puis il reprit sa marche. Ils entrèrent par la grande porte parce que c'était la seule manière juste de le faire.
Le domestique qui les reçut ne posa aucune question, les installa dans la cour et disparut. 40 minutes plus tard, le duc arriva. Henri de Montfaucon n'était pas seulement un homme triste. Avant d'être le père qui avait perdu son fils, il était le duc que personne ne contredisait non parce qu'il criait. Depuis des années, il n'avait plus besoin d'élever la voix. Il y avait en lui quelque chose que les hommes reconnaissaient, avant de pouvoir l'expliquer. Le poids de celui qui a pris des décisions difficiles pendant très longtemps et qui a porté seul les conséquences de chacune d'elles sans jamais les faire peser sur personne. Il traversa la cour sans se faire annoncer, vêtu de sombre d'un pas direct, sans le moindre ornement destiné à proclamer ce qu'il était, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il regarda d'abord Élise, puis Lucien, et quelque chose changea dans son visage. Ce ne fut ni un geste théâtral, ni un effondrement. Ce fut quelque chose de plus petit et de plus difficile, l'expression d'un homme qui voit devant lui ce qu'il attend depuis 11 ans et qui a tellement peur de se tromper qu'il ne s'autorise pas encore à respirer. Autrement, le jeune homme avait la ligne du visage de sa mère, les yeux de sa mère, et cette façon de se tenir légèrement de biais, le poids posé sur le pied gauche exactement comme elle. Le duc détourna les yeux et redevint ce qu'il était. « Qui vous a envoyé ?» demanda-t-il à Élise. Puis se corrigeant, il regarda le jeune homme. « Personne, monsieur le duc, ma conscience. » Le duc reporta son regard sur elle. Élise ne baissa pas les yeux. Il n'y avait dans ce geste ni provocation, ni timidité, seulement le calme particulier de quelqu'un qui n'a rien à perdre parce qu'il n'est jamais venu demander quoi que ce soit. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait regardé ainsi. Votre conscience vous a donc conduite jusqu'ici avec un inconnu qui prétend être mon fils. Je ne le prétends pas, monsieur le duc. Je le soupçonne. Élise sortit de son sac les feuilles jaunies des dessins d'enfants, un animal, une tour, un cercle tracé autour d'eux. Elle les présenta sur sa paume ouverte. Il dessinait cela lorsqu'il était petit, sans savoir ce que c'était. Et des souvenirs lui reviennent sans que personne ne les lui ait jamais racontés. Des fragments, rien que l'on puisse prouver, mais assez pour que je ne puisse pas rester sans agir. Le duc ne s'avança pas vers elle. Il observa les feuilles de l'endroit où il se tenait. Ce fut Prosper de Valombre qui fit un pas en avant. Le conseiller était apparu sur le seuil sans que personne l'ait appelé. Il portait bien ses 50 ans, les cheveux soigneusement peignés, un sourire d'une forme irréprochable, mais dépourvu de toute chaleur. Il prit les dessins, les examina avec la minutie de celui qui cherche l'erreur avant la vérité, puis les rendit au duc avec une inclination savamment calculée. « Monseigneur, on peut apprendre à un enfant à dessiner n'importe quoi. » Il marqua une courte pause. « Je ne dis pas que ce soit le cas. Je dis seulement qu'il serait imprudent de ne pas l'envisager. » Le duc garda les feuilles en main, les retourna une fois, puis leva de nouveau les yeux vers Lucien. Cette fois, ce ne fut pas un simple coup d'œil, mais un regard plus long, plus attentif, comme celui d'un homme qui contemple une flamme de loin, sans savoir encore s'il doit s'en approcher. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Lucien » répondit le jeune homme. Le duc rendit les dessins à Élise sans la regarder. « Installez-les dans les laits. » Il marqua une pause. Pour quelques jours, le temps que tout cela s'éclaircisse. Puis il s'en alla. Prosper attendit que le bruit de ses pas se perde dans le corridor de pierre. Ensuite, il se tourna vers Élise avec la même expression qu'auparavant, courtoise, lisse sans hâte. « Bienvenue au château de Montfaucon, mademoiselle. J'espère que votre séjour sera profitable à tous. » Élise soutint son regard assez longtemps pour qu'il comprenne qu'il ne l'avait pas intimidée. Puis elle suivit le domestique. Le corridor était long et froid, un lieu bâti pour durer, non pour accueillir. Lucien marchait à ses côtés, en effleurant du bout des doigts les pierres du mur, un petit geste presque involontaire, comme si sa main reconnaissait quelque chose que son esprit ne l'autorisait pas encore à reconnaître. Élise le vit. Elle ne dit rien. Elle avait 11 années d'expérience pour savoir quand parler et quand il suffisait simplement de marcher auprès de quelqu'un. Les premiers jours s'écoulèrent avec cette prudence particulière que l'on réserve aux choses susceptibles de se briser si quelqu'un bouge trop vite. Le duc ne les évitait pas, mais il ne les recherchait pas non plus. Il apparaissait dans les corridors aux heures où Lucien avait l'habitude d'y passer. Il s'arrêtait un instant, échangeait quelques mots sur le temps ou sur les chevaux, puis poursuivait son chemin. C'était sa manière d'évaluer quelque chose qu'il n'osait pas encore confirmer.
Élise observait tout cela à une distance raisonnable et s'adapta sans rien demander. Elle comprit vite quels espaces lui étaient ouverts et lesquels ne l'étaient pas. Pendant ce temps, Lucien parcourait le château comme on relit un livre que l'on connaît, mais dont on ne se souvient pas l'avoir lu. Un après-midi, Élise le trouva immobile à l'extrémité du corridor nord, face à une fenêtre donnant sur les peupliers, avec cette expression qu'elle avait appris à reconnaître au cours de 11 années, celle de quelqu'un qui est sur le point de se souvenir, et qui sent le souvenir lui échapper juste avant de l'atteindre. Ce fut le 4e jour que le duc l'observa, sans que Lucien sache qu'on le regardait. Le jeune homme était sorti dans la cour intérieure avant l'aube, persuadé d'être seul. Lucien était assis sur le banc de pierre près de la fontaine, un morceau de pain à la main, les yeux levés vers le ciel qui commençait à pâlir. Il ne faisait rien de particulier. Il était simplement là, avec cette immobilité propre aux êtres qui ont appris à ne pas avoir besoin qu'un événement survienne pour se sentir entier. Le duc s'arrêta sous l'arche du corridor. Le jeune homme inclina légèrement la tête sur le côté, un mouvement bref presque imperceptible, et dans ce geste, le duc vit son épouse avec une netteté qui lui coupa le souffle. C'était exactement le même angle, la même manière d'accueillir la lumière du matin sans cligner des yeux. Marguerite faisait toujours cela lorsqu'elle pensait à quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle inclinait ainsi la tête comme si la pensée avait un poids et qu'elle voulait mieux le sentir. 11 ans. Et ce geste était parvenu jusqu'ici sans que personne le lui enseigne. Le duc demeura sous l'arche plus longtemps qu'il ne l'aurait jamais admis. Puis, il repartit sans bruit, avec dans la poitrine quelque chose qui n'était pas encore une certitude, mais qui lui ressemblait trop pour qu'il puisse continuer à l'appeler autrement. La confirmation arriva 3 jours plus tard, et elle ne vint d'aucun document. Élise cousait dans le jardin intérieur lorsqu'elle l'entendit un sifflement léger distrait. Lucien traversait le corridor ouvert sur la cour, sans savoir que quelqu'un l'écoutait, sans même se rendre compte qu'il sifflait. C'était une mélodie courte circulaire qui revenait toujours sur elle-même. Le duc se trouvait au fond du corridor. Il s'arrêta si brusquement qu'Élise releva les yeux de son ouvrage. Elle le vit poser une main contre le mur. Rien de plus. Une main appuyée sur la pierre comme lorsqu'on a besoin de quelque chose de solide, tandis que le sol se dérobe. Lucien passa sans le voir et continua vers le jardin. Le duc resta longtemps au même endroit. Puis il entra par la porte latérale sans prononcer un mot. Élise laissa retomber sa couture sur ses genoux. Elle ignorait ce que le duc avait entendu dans cette mélodie, mais elle avait vu son visage, et un visage pareil ne ment pas. Ce qui se produisit le lendemain, Élise ne le vit pas. Elle l'apprit par M. Évariste. Le duc avait fait appeler Lucien dans la galerie des portraits, une pièce qui demeurait fermée la plupart du temps, où les tableaux de 3 générations de Montfaucon baignaient dans une lumière oblique, tombant de l'unique grande fenêtre. M. Évariste n'était pas entré. Il était resté dans le corridor. « Combien de temps sont-ils restés à l'intérieur » demanda Élise. « Presque 2 heures. » répondit le majordome assis sur le banc du jardin, les mains posées sur les genoux. Au début, on n'entendait rien. Puis le jeune homme a parlé longtemps. Ensuite, le silence est revenu et monsieur le duc a mis du temps à répondre. Lorsqu'ils sont sortis, il avait une main posée sur l'épaule du garçon. Il marqua une courte pause. Cela faisait 11 ans qu'il n'avait touché personne de cette manière. Élise ne dit rien. Elle replia l'ourlet posé sur ses genoux, puis le replia encore bien qu'il fût déjà parfaitement plié. Monsieur Évariste demanda-t-elle enfin comment était madame la duchesse. Le majordome regarda vers les arches du jardin. C'était une femme qui emplissait les pièces sans le chercher. Pas par sa voix, ni par son caractère. Par quelque chose de plus difficile à expliquer. On entrait dans une salle où elle se trouvait, et l'air y était différent. Il marqua une pause. Lorsque l'enfant a disparu, cet air a disparu avec lui. Elle a vécu encore 2 ans, mais en vérité, elle était partie bien avant. Il se leva du banc avec la lenteur de son âge. Monseigneur l'a vu s'éteindre, sans pouvoir rien faire. Je crois que c'est cela qui l'a refermé tout à fait. Il s'arrêta avant de s'éloigner. Je vous dis cela, mademoiselle, parce qu'il me semble que vous devez comprendre à qui vous avez affaire. Pas à un homme froid, mais à un homme qui a appris à le devenir pour ne pas se briser. Puis, il s'en alla. Élise resta dans le jardin, tandis que ses mots se déposaient lentement en elle. Elle pensa au duc, la main posée sur l'épaule du jeune homme,
après 2 heures dans la galerie des portraits. Elle pensa à ce qu'il en coûte d'ouvrir une porte sur quelque chose que l'on a gardé enfermé pendant 11 ans. Cet après-midi-là, le duc la fit appeler non pas dans la salle des cartes, mais dans le petit cabinet de l'aile ouest, une pièce, sans apparat avec une table couverte de papier et 2 chaises dépareillées. Prosper n'était pas là. Le duc se tenait debout près de la fenêtre lorsqu'elle entra. Il se retourna. « Asseyez-vous, dit-il. » Élise s'assit. Il mit un moment avant de parler. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui cherche ses mots, mais celui de quelqu'un qui les possède déjà et décide s'il va les employer. « J'ai passé 11 ans à chercher mon fils, dit-il enfin. J'ai vu 4 familles différentes se présenter avec des garçons d'un âge semblable. Chaque fois, je me jurais de ne plus croire avant d'avoir une certitude absolue. » Il s'interrompit. « Je n'ai pas de certitude absolue, mais j'ai quelque chose que 11 années et 4 familles ne m'avaient jamais donné. » Élise attendit. « Il y a une mélodie, » poursuivit le duc d'une voix plus basse. « Une berceuse que mon épouse avait inventée pour lui lorsqu'il était petit. Elle ne l'avait tirée d'aucun livre. Elle l'avait composée une nuit où l'enfant refusait de dormir. » Il posa les doigts sur le bord de la table. « Personne en dehors de ces murs ne la connaît. Moi-même, je l'avais oubliée jusqu'à hier. » Il se tut. Il la sifflait sans savoir qu'il la sifflait. Élise ne répondit pas non, parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle comprit que cet homme n'avait pas besoin d'une réponse. Il avait besoin que quelqu'un soit présent pendant qu'il prononçait ces mots à voix haute. Le duc se tourna vers la fenêtre. Dehors, les peupliers du jardin nord bougeaient sous le vent de l'après-midi. « Je voudrais vous demander de rester, » dit-il sans quitter l'extérieur des yeux. « Pas quelques jours. Plus longtemps. Il a besoin d'une personne en qui il ait confiance pendant qu'il trouve sa place ici. De quelqu'un qui le connaisse véritablement. »« Et si je refuse ?» demanda Élise. Le duc se retourna. « Alors vous partirez, et je respecterai votre décision. » Il marqua une pause. « Mais je vous demande de ne pas le faire. » Ce n'était pas la voix du duc que personne ne contredisait. C'était une autre voix plus dépouillée, plus difficile à faire sortir, celle d'un homme qui n'a pas l'habitude de demander et qui demande malgré tout. Élise pensa à Lucien dans le corridor de l'aile nord, la main contre la pierre du mur. Elle pensa à son expression lorsqu'il sifflait sans savoir qu'il sifflait. « Je vais lui en parler, » dit-elle. Lucien accepta avant même qu'elle eût fini de lui expliquer. Pas avec enthousiasme, mais avec ce calme qui, chez lui, ressemblait parfois à de la résignation sans jamais en être. « Et toi veux-tu que je reste ?» demanda Élise. Lucien la regarda. « Cela fait 11 ans que tu ne t'éloignes pas de moi lorsque cela compte, » répondit-il. « Je ne vais pas te demander de commencer maintenant. » Ce n'était pas une déclaration, mais un fait énoncé avec la simplicité de quelqu'un qui ne voit aucune raison de l'orner. Élise écrivit à son père le soir même. Il répondit en moins d'une semaine. Sa lettre était courte comme toutes les autres. « Reste aussi longtemps qu'il le faudra. Le garçon a davantage besoin de toi là, bas que moi ici. Nous nous reverrons. Prends soin de toi. » Et en dessous, en lettres plus petites, « Je suis heureux que ce soit lui. C'était la chose juste à faire. » Le duc envoya quelqu'un chercher leurs affaires au village. Elles étaient peu nombreuses et tenaient dans 2 petites malles. Cela aussi était une réponse, même si personne n'avait posé la question. Ce qui suivit ne fut pas une procédure. Ce fut une vie qui commença à se mettre en place. Lucien entra dans le rythme du domaine avec le même calme qu'il avait mis à apprendre. Tout le reste, il observait d'abord, agissait ensuite, et n'avait jamais besoin qu'on lui explique 2 fois. Le duc lui montrait les terres, les cartes et les registres des récoltes. Il lui parlait des fermiers par leur nom, des difficultés de chaque village, des décisions qu'il avait prises et de celles qui restaient en suspens. Non comme un homme qui instruit son héritier, mais comme quelqu'un qui partage enfin ce qu'il a porté seul pendant trop longtemps avec une personne capable de le porter à ses côtés. Lucien l'écoutait. Il posait peu de questions, mais celles qu'il posait étaient les bonnes. Un après-midi, il revint dans le jardin où Élise cousait et s'assit face à elle sans parler pendant un long moment. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle enfin. « Rien. » Il regarda ses mains. Aujourd'hui, il m'a montré les limites du duché sur la carte,
la rivière du Nord. Il s'interrompit. Je savais déjà où se trouvait cette rivière. Élise posa son ouvrage. Quelqu'un t'en avait parlé. Non. Lucien leva les yeux. Je le savais. Comme je sais d'autres choses, sans savoir d'où elles me viennent. Il n'ajouta rien. Élise ne posa pas d'autres questions. En 11 ans, elle avait appris qu'il existe des souvenirs qui doivent revenir seuls, sans que personne n'ouvre la porte de l'extérieur. Prosper de Valombre observait tout cela avec la patience de celui qui sait que la précipitation ruine les plans les mieux construits. Il servait le domaine depuis 20 ans. Il avait entretenu, avec une admirable discrétion, ses liens avec Rodolphe de Bréval, un lointain cousin du duc IV dans l'ordre de succession. Cet homme croyait depuis longtemps que le titre de Montfaucon finirait par lui revenir. Prosper ne le lui avait jamais promis. Il s'était simplement abstenu de corriger cette conviction. Lorsqu'Élise arriva au château avec le jeune homme, Prosper écrivit à Rodolphe une courte lettre. Il l'informait qu'une prétention concernant un éventuel héritier venait de surgir, qu'elle était probablement sans fondement, qu'une enquête était en cours, et qu'il n'y avait aucune raison de modifier les projets établis. Il ne mentait pas. Il choisissait seulement ce qu'il disait. La première fois que Prosper aborda Élise, ce fut dans le corridor de l'aile, et un mardi matin, avec le naturel de celui qui rencontre par hasard une personne qu'il cherche depuis plusieurs jours. « Mademoiselle Élise, dit-il comme s'ils étaient déjà familiers, je suis heureux de vous trouver. Je réfléchissais justement à votre situation. Ma situation est tout à fait convenable, merci, répondit-elle sans ralentir. Prosper marcha à ses côtés. Je parle de votre situation future. La procédure de reconnaissance peut prendre des mois. Lorsque tout ceci sera terminé, vous devrez retourner dans votre village et le chemin du retour sera exactement le même que celui de l'aller. Je le sais, dit Élise. Il pourrait en être autrement, répondit Prosper, si vous le souhaitiez. Élise s'arrêta et le regarda. Que m'offrez-vous exactement ? Prosper sourit. C'était un sourire qu'il avait beaucoup répété. De la sagesse, répondit-il, rien de plus. Une indemnité raisonnable pour le temps et les efforts que vous avez consacrés à cette affaire. Assez pour que votre père et vous viviez dignement pendant des années, sans complications ni procédures interminables. Il inclina légèrement la tête. Réfléchissez-y. Puis il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre. Élise resta un instant dans le corridor. Un homme qui propose de l'argent avant que personne ne lui en ait demandé a ses propres raisons de vouloir aller vite. Peu à peu, les journées trouvèrent un rythme que personne n'avait prévu, mais qui leur devint naturel. Le matin appartenait au duc et à Lucien. L'après-midi, Lucien revenait au jardin, où Élise avait coutume de s'installer, lui racontait une partie de ce qu'il avait vu ou appris. Puis tous deux restaient quelque temps dans cette présence partagée, sans éprouver le besoin de la remplir. Le duc commença lui aussi à paraître d'abord avec des prétextes puis sans aucun. Il s'asseyait sur le banc, écoutait leur conversation, intervenait parfois, et à un moment de ces après-midi, cessait de regarder Lucien pour regarder Élise. Ce n'était pas un coup d'œil, mais l'attention prolongée d'un homme qui découvre quelque chose qu'il ne s'attendait pas à découvrir et qui n'a pas encore décidé ce qu'il en fera. Un après-midi, alors qu'il vivait au château depuis presque 3 semaines, Lucien n'était pas dans le jardin. Le duc apparut sous l'arche du corridor. Il s'arrêta lorsqu'il vit Élise seule. Quelque chose se modifia dans sa posture, un ajustement léger presque imperceptible. Puis il entra dans le jardin et s'assit à l'extrémité du banc. Pas à sa place habituelle, mais à une place un peu plus proche que les autres après-midi. Pas beaucoup. Juste assez pour qu'Élise le remarque, sans qu'il y ait quoi que ce soit à désigner. Ils restèrent un moment en silence. « Comment était-il enfant » demanda le duc. Lucien. « Oui. » Elle réfléchit non parce qu'elle ignorait quoi répondre, mais parce qu'elle voulait le dire justement. Silencieux, finit-elle par dire. Pas par timidité, par observation. Il regardait tout avant d'y toucher, comme s'il avait besoin de comprendre comment une chose fonctionnait avant de décider s'il la voulait. Elle marqua une pause. Mon père disait que c'était l'enfant le plus sérieux qu'il eût jamais connu, mais que lorsqu'il riait, il riait de tout son être. Il a beaucoup ri, mais pas au début. Élise replia l'ourlet qu'elle tenait entre ses mains. Il lui a fallu presque 1 an pour rire vraiment. Un jour, mon père a glissé dans la boue de la cour et est tombé assis. Lucien a éclaté d'un rire que ni mon père
ni moi n'attendions. Elle marqua une courte pause. Je crois que c'est à cet instant que j'ai su qu'il finirait par aller bien. Le duc ne répondit pas, mais quelque chose changea autour de ses yeux. Une tension céda à peine comme la glace finit par céder lorsque le soleil travaille sur elle depuis un moment. « Votre père, dit-il, après un silence, a fait ce que bien peu de gens auraient fait. » « Lui ne le voit pas ainsi, » répondit Élise. « Pour lui, c'était la seule chose possible. » Le duc la regarda. Ce fut la seule fois de toute cette conversation qu'il la regarda directement sans cet angle de côté propre à celui qui observe sans vouloir être vu en train d'observer. Élise reprit sa couture. Peu après, le duc se leva et s'éloigna sans se presser. Le jardin retrouva son silence habituel, mais ce silence n'avait plus le même poids qu'avant sa venue. Ce fut Lucien qui demanda à Élise de les accompagner. Ils étaient au château depuis 1 mois lorsque le duc proposa de relire les témoignages recueillis le jour de la chasse. Lucien ne voulait pas les lire. Il dit seulement qu'Élise verrait peu, être quelque chose que 2 trop profondément mêlés à l'affaire ne verraient pas. C'était une raison sensée. C'était aussi une excuse. Tous les 3 le savaient, et aucun ne le fit remarquer. La salle des cartes possédait une fenêtre tournée vers l'est qui, au milieu de la matinée, baignait la table d'une lumière froide et oblique. Le duc s'y trouvait déjà lorsqu'ils arrivèrent. Lucien s'assit d'un côté de la table, Élise de l'autre. Il y avait davantage de documents qu'elle ne l'avait imaginé, les déclarations des hommes qui avaient participé à la chasse, les témoignages du personnel du château, le rapport officiel des autorités qui avaient clos l'affaire, les lettres échangées entre le duc et différents fonctionnaires pendant les mois de recherche. Élise les lut tous. Cela lui prit plus d'1 heure. Le duc demeura debout près de la fenêtre pendant la plus grande partie de ce temps, le dos tourné à la table. Lucien lisait en silence, s'arrêtant parfois sur une page avec une expression qu'Élise reconnaissait, celle de quelqu'un qui découvre par écrit une chose qu'il a le sentiment d'avoir toujours su. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva les yeux. « Il y a une contradiction, » dit-elle. Le duc se retourna. Le rapport officiel affirme que l'enfant a été vu pour la dernière fois à une demi-lieue de la rivière, mais 2 témoignages de chasseurs situent le groupe plus près de la limite nord et non près de l'eau. Élise indiqua les feuillets concernés. Si l'enfant s'est éloigné vers le nord plutôt que vers la rivière, la mauvaise zone a été fouillée dès le commencement. Le duc traversa la pièce et se pencha sur les documents de l'autre côté de la table. Ses yeux parcoururent les feuillets qu'elle lui indiquait. Seule la largeur de la table les séparait. Ce n'était pas beaucoup. Je l'avais remarqué lorsque je suis arrivé, dit-il d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. La contradiction. Mais personne ne l'a signalé à l'époque, et je n'avais pas... Il s'interrompit puis recommença. Il était plus facile de croire que les recherches avaient été complètes. Personne ne voulait les prolonger, dit Élise. Ils ont clos le dossier parce qu'ils avaient besoin qu'il y ait une fin même s'il n'y en avait pas. Le duc ne répondit pas. Ses yeux restaient posés sur les papiers, mais il ne les lisait plus. À cet instant, Lucien se leva pour s'approcher de la fenêtre. Il avait besoin de davantage de lumière pour déchiffrer une page. Dans ce mouvement, sans que personne l'ait prévu, la main du duc se dirigea vers l'un des feuillets sur lequel reposait déjà la main d'Élise. Ils ne se retirèrent pas immédiatement. 1 seconde puis 2. La lumière ne changea pas. Dehors dans le jardin, quelque chose, un oiseau, le vent produisit un bruit bref, puis retomba. Le duc retira sa main, prit le feuillet et l'étudia avec une attention réelle, mais qui lui donnait aussi quelque chose à faire de ses yeux. « Je demanderai à M. Évariste de retrouver les témoins encore en vie, » dit-il avec sa voix habituelle. « Bien, » répondit Élise. Lucien revint à la table et tous 3 continuèrent à examiner les documents pendant 1 demi-heure avec la même concentration qu'auparavant, bien que l'air de la pièce fût légèrement différent de celui qu'ils avaient trouvé en entrant. Élise quitta la salle des cartes avec l'intention de relire quelques notes. Arrivée dans sa chambre, elle posa les papiers sur la table et resta à les regarder sans les lire. La main du duc était venue sans prévenir et elle n'avait pas bougé. Jamais auparavant le frôlement d'une main ne lui avait fait perdre le fil de tout le reste. Elle prit la couture qui l'attendait, puis la reposa. Elle regarda dehors pour vérifier si Lucien était dans le jardin. Il y était. Elle rentra.
Il lui fallut 1 heure pour admettre qu'elle ne ferait plus rien d'utile de tout l'après-midi. De son côté, le duc annula sa réunion avec l'intendant des terres du Sud. Il fit dire que les documents de la chasse l'en empêchaient. C'était vrai en partie. L'autre vérité était qu'il gardait devant les yeux l'image de cette main posée sur le feuillet et qu'il ne savait où la ranger. Les jours suivants, le duc vint dans le jardin même lorsque Lucien n'y était pas. Il s'asseyait et parlait des terres de la récolte des fermiers du Sud de sujets qu'Élise n'avait aucune raison de connaître. Il les lui exposait malgré tout. Un après-midi, elle l'interrogea sur les vignes du Sud. Elle en avait lu quelques lignes dans l'un des documents de la chasse. Le duc lui répondit, puis lui demanda à quoi ressemblait la région d'où elle venait. Élise décrivit le village, la plaine, la petite rivière et le marché du jeudi. Il l'écouta avec une attention qui ne correspondait pas au caractère ordinaire du sujet. Lorsqu'elle eut terminé, un silence s'installa qu'aucun des deux ne rompit tout de suite. « Vous êtes très différentes, » dit enfin le duc. « Différentes de quoi ? » ?»« De ce que j'attendais, » répondit-il. Il n'ajouta rien. Ce fut 4 jours plus tard qu'il vint la chercher sans motif officiel, chose qu'il n'avait encore jamais faite. Élise se trouvait dans le corridor de l'aile ouest, revenant d'un entretien avec M. Évariste au sujet d'une petite affaire. Ils s'arrêtèrent exactement au même moment. « Bonjour, » dit le duc. « Bonjour, monsieur le duc. » Il y eut une pause. Élise. Ce n'était pas mademoiselle, ni un titre. C'était son prénom prononcé avec une voix qui n'avait jamais eu ce ton auparavant. Pas plus douce, pas exactement plus chaleureuse, mais plus directe, comme la voix de quelqu'un qui a failli dire quelque chose pendant plusieurs jours et qui finit par le faire, même si ce qu'il dit n'est qu'un prénom. Élise ne releva pas le changement. « S'est-il passé quelque chose ?» Monsieur Évariste a retrouvé l'un des témoins de la chasse. Il vit à 2 lieues d'ici. Il a demandé l'autorisation d'aller le voir. « Et vous la lui avez accordée ?»« Oui. » Le duc regarda le livre qu'il tenait et le tourna 1 fois entre ses mains. « Je voulais que vous le sachiez avant tout le monde. » L'information n'avait rien d'urgent, et ils le savaient tous les deux. Le corridor demeurait immobile. Une lumière froide et horizontale entrait par son extrémité sud. Quelque part dans le château des pas rapides, ceux d'un domestique, puis de nouveau le silence. « Merci, » dit Élise. Le duc inclina la tête et reprit sa marche sans se hâter. Élise resta un instant où elle était les yeux fixés sur l'espace qu'il venait de quitter. Le livre qu'il portait provenait de la salle des cartes. Il n'avait aucun rapport avec les témoins de la chasse, ni avec les affaires du domaine. Il l'avait pris seulement pour avoir quelque chose entre les mains pendant qu'il la cherchait. Elle le comprit, et savoir qu'elle l'avait compris fut plus difficile à maîtriser que tout ce qu'il aurait pu lui dire. Rodolphe de Bréval arriva sans prévenir muni de documents par lesquels il revendiquait le duché. C'était un homme qui avait passé des années à se préparer pour un rôle dont il croyait l'heure prochaine. Prosper l'avait laissé le croire. Il demanda audience au duc et l'obtint le jour même. Élise l'apprit dans l'après-midi, lorsque M. Évariste parut dans le jardin avec l'expression d'un homme apportant une nouvelle qu'il préférerait ne pas avoir à annoncer. « Rodolphe de Bréval, » dit le majordome, le cousin de M. le duc, est arrivé avec des actes établissant ses droits sur le titre dans le cas où aucun héritier direct ne serait officiellement reconnu. « Mais il y en a un, » répondit Élise. « Oui. » M. Évariste regarda vers les arches du jardin. « Le problème est que la reconnaissance officielle n'est pas encore achevée, et M. de Bréval semble ne pas avoir été informé des progrès de la situation. » Élise resta immobile un instant. Qui aurait dû l'en informer ? M. Évariste ne répondit pas. La réunion entre le duc et Rodolphe dura 2 heures. Lorsqu'il en sortit, le duc traversa la cour principale de son pas direct habituel, mais il y avait dans la ligne de ses épaules quelque chose qu'Élise reconnut. Il fit appeler Lucien. Rodolphe de Bréval quitta le château 2 heures plus tard avec les mêmes documents qu'à son arrivée. Prosper reçut un message lui ordonnant d'attendre dans le cabinet du duc. Avant le dîner, M. Évariste reçut les clefs des archives. 2 jours plus tard, le duc conduisit Lucien dans l'aile nord. Elle resta dans le jardin, sachant que quelque chose se produisait, sans savoir exactement quoi, et comprenant qu'il était juste que cela se produise sans elle. L'aile nord était silencieuse lorsque les 2 hommes y pénétrèrent.
Le duc ouvrit la porte au fond du corridor avec la clef qu'il avait toujours gardée. La chambre était demeurée intacte comme si elle avait attendu. Le petit lit, le soldat de plomb, à la peinture écaillée sur l'étagère. Lucien entra et s'arrêta. Il resta debout au milieu de la pièce, les yeux parcourant chaque détail, la tête de lit sculptée, la fenêtre étroite, la marque de charbon tracée sur le mur près de la porte là où quelqu'un avait autrefois mesuré une taille. Il contempla ce trait pendant longtemps. « On me mesurait ici, dit-il. Ce n'était pas une question. » Le duc mit du temps à répondre. « Chaque année depuis que tu avais appris à marcher. » Lucien tendit la main et effleura la marque du bout des doigts. Puis il s'approcha de l'étagère, prit le petit soldat et le regarda comme on regarde une chose que l'on connaît de l'intérieur, tout en ayant oublié sa forme extérieure. « Le cheval, dit-il à voix basse. Celui que vous montiez ce jour-là s'appelait Brume. Il avait une cicatrice sur le flanc droit depuis qu'il était poulain. Vous me laissiez lui donner du sucre dans la paume de ma main même si ma mère disait que je ne devais pas. » Le duc ne bougea pas. Lucien remit le soldat à sa place, puis se retourna. Il y avait dans son expression quelque chose qui ne s'y trouvait pas auparavant, quelque chose de plus ancien, de plus profondément sien que 11 années vécues ailleurs n'avaient pas entièrement effacé. Le duc fit un pas vers son fils. Ce ne fut pas une étreinte théâtrale, mais le mouvement d'un homme qui, pendant toutes ces années, était arrivé trop tard à tout, et qui cette unique fois arrivait à temps. Il posa la main sur l'épaule de Lucien. Le jeune homme ne recula pas. Il resta là dans ce contact, les yeux fermés, la respiration transformée. Le duc ne pleura pas avec des larmes. Il pleura avec son corps, avec ses épaules, qui cédèrent avec son souffle qui se brisa en deux, et qu'il dut recueillir avec précaution, avec la main qui serra l'épaule de son fils, comme on retient ce que l'on ne peut plus, jamais se permettre de perdre. Lucien leva la main et la posa sur celle de son père. Ce geste, cette petite main d'autrefois, devenue grande et posée sur celle du père, fut ce que M. Évariste aperçut depuis le corridor avant de s'éloigner sans bruit. Élise sut que quelque chose avait changé lorsque Lucien revint au jardin cet après-midi-là. Non à cause de ce qu'il dit, car il parla peu comme toujours, mais à sa manière de s'asseoir, à la façon dont il regarda les peupliers du nord, à la texture nouvelle de son silence. C'était le silence de quelqu'un qui est arrivé. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Élise. « Oui, » répondit Lucien. Puis, après un instant, « Je crois que je vais commencer à me souvenir de davantage de choses. » Élise ne demanda pas lesquelles. Elle savait qu'elles viendraient. Elles vinrent au fil des jours suivants par fragments qui ne demandaient aucune permission. Un après-midi, alors qu'il aidait le duc à examiner les cartes des terres du Nord, Lucien s'interrompit au milieu d'une phrase. « Il y avait un pin, dit-il, à la limite nord, près de la grande rivière, avec une branche basse en forme de fourche où je m'asseyais. Vous disiez que c'était dangereux. J'y allais quand même. » Le duc resta un instant immobile au-dessus des cartes. « Il est toujours là ?» répondit-il. Lucien leva les yeux. Quelque chose passa entre eux. Ni parole, ni geste. Seulement la reconnaissance de deux êtres découvrant au même instant qu'ils partageaient un souvenir que l'un avait perdu et que l'autre n'avait jamais oublié. « Je veux aller le voir, » dit Lucien. « Quand tu voudras, » répondit le duc. Ce fut lors de l'un de ces après-midi, tandis que Lucien était parti vers les terres du Nord, que le duc rencontra Élise dans le corridor menant à son cabinet. Il ne la cherchait pas. Ou peut être que si. Sans l'avoir décidé consciemment, ils s'arrêtèrent tous les deux. « Lucien est allé voir le pin, » dit le duc. « Je sais, » répondit Élise. « Il me l'a raconté hier. » Ils demeurèrent un moment dans le corridor, éclairés par la lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre du fond. Le duc regarda vers cette fenêtre. Elle disait que j'étais trop sévère avec lui. Il marqua une pause, qu'un enfant a besoin de voir son père se tromper de temps à autre. Il ne poursuivit pas. Élise ne dit rien et ne s'approcha pas. Elle ne lui offrit aucune de ces phrases qui, à cet instant, auraient été faciles et auraient été une erreur. Le duc gardait les yeux sur la fenêtre. Ses épaules avaient changé de position à peine, presque imperceptiblement, comme celle d'un homme, lorsque ce qu'il porte depuis très longtemps trouve pendant un instant un endroit où se poser. Cela ne dura pas. Il redevint ce qu'il était avant qu'Élise puisse retenir parfaitement l'instant. Mais elle l'avait vu
et elle comprit que cet homme n'avait pas besoin d'être sauvé. Il avait besoin que quelqu'un demeure immobile pendant qu'il apprenait à ne plus avoir besoin de l'être. Et cela, elle savait le faire. Plus tard ce soir-là, lorsque le château fut plongé dans le calme, le duc se rendit dans la chambre de Lucien. Le jeune homme était éveillé assis au bord du lit, les yeux fixés sur le sol, avec une expression que son père commençait à connaître, celle de quelqu'un qui retient une chose qui cherche à revenir. Le duc entra et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Ils restèrent ainsi un moment père et fils dans l'obscurité, éclairés par la bougie que le duc avait apportée et dont la lumière atteignait le bord du lit mais guère au-delà. « Je commence à me souvenir de ma mère », dit enfin Lucien, avec la voix de quelqu'un qui parle de quelque chose dont la forme n'est pas encore complète. Pas de son visage, pas encore, mais de sa voix, de la manière dont elle m'appelait. Il s'arrêta. Elle m'appelait différemment selon ce qu'elle voulait. Lorsqu'elle était contrariée, elle disait seulement mon prénom. Lorsqu'elle était heureuse, elle disait autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais que c'était différent. Le duc demeura immobile. Elle t'appelait Loulou, dit-il enfin lorsqu'elle était heureuse. Elle seule, personne d'autre. Lucien ferma les yeux. Les larmes vinrent ensuite sans avertissement ni préparation, comme viennent les choses contenues pendant très longtemps, lorsqu'elles trouvent soudain une issue après toutes ces années. Ce n'était pas le chagrin d'un enfant, mais celui d'un homme qui avait vécu longtemps, sans savoir qui il avait perdu, et qui savait désormais exactement qui il pleurait. Le duc ne dit rien et ne se leva pas. Il resta sur sa chaise, la bougie à la main, et laissa son fils pleurer, sans chercher à transformer cet instant en autre chose. C'était ce qu'elle aurait fait. Il en était certain. Lorsque Lucien se calma, ils demeurèrent encore quelque temps en silence. Au dehors, le château produisait ses bruits habituels. « Est-ce que je peux t'appeler père ?» demanda Lucien. Le duc ne répondit pas tout de suite. Une larme unique traversa son visage sans qu'il fasse quoi que ce soit pour la retenir ou la dissimuler. Puis, il se leva, franchit la distance qui les séparait et serra son fils dans ses bras. Ce ne fut pas une étreinte prudente, mais celle de toutes les années qui revenaient en même temps. « Bien sûr que oui, mon fils », murmura-t-il, la voix enfouie contre son épaule. Cette nuit-là, le château de Montfaucon fut plus silencieux qu'à l'ordinaire, comme si même ses murs avaient décidé de ne pas interrompre ce qui venait de se produire. 3 jours plus tard, le duc chercha Élise. Il la trouva dans le petit salon de l'aile et où elle avait l'habitude de lire après le dîner lorsque le château retombait dans le calme. Elle était assise, un livre fermé sur les genoux, les yeux tournés vers la fenêtre lorsque le duc entra. Il s'arrêta sur le seuil. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. C'était la première fois qu'il sollicitait la permission de pénétrer quelque part dans son propre château. Ils le savaient tous les deux. « Oui », répondit Élise. Le duc entra, mais ne s'assit pas. Il alla jusqu'à la fenêtre, observa un moment les peupliers du nord, l'obscurité et le peu de lumière qui restait du jour, puis se tourna vers elle. « Je voudrais vous dire quelque chose, commença-t-il, et je ne sais pas très bien comment m'y prendre, parce que ce n'est pas le genre de choses que je fais souvent. » Élise posa le livre sur la table sans parler. Le duc prit la voix des conversations véritables, non celle de l'homme qui administre et décide, mais celle de l'homme qui demeure sous le titre et qui se montre moins souvent qu'il ne le devrait. Lorsque vous êtes arrivé dans ce château, j'étais un homme qui avait appris à vivre sans rien attendre de personne, non parce que c'était ce que je désirais, mais parce que c'était la seule façon de vivre que je connaissais et qui ne fasse pas mal. Il marqua une courte pause. Vous avez franchi cette porte sans demander la permission, sans baisser les yeux, sans rien vouloir de moi, et cela m'a déconcerté. Pendant longtemps, c'est ainsi que j'ai nommé ce que je ressentais. Élise attendit. Vous m'avez rendu mon fils, poursuivit le duc. Mais ce n'est pas cela que je veux vous dire, ou plutôt ce n'est pas seulement cela. Au cours de ces mois, j'ai vu qui vous étiez réellement, la façon dont vous écoutez, sans exiger que l'on vous explique tout. La façon dont vous savez rester immobile lorsque quelqu'un a besoin qu'une personne reste immobile près de lui. La façon dont vous dites les choses difficiles sans cruauté et les choses simples sans ornement. Il s'arrêta. Ce château était un lieu froid avant votre arrivée. Je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'il cesse de l'être. Élise gardait les yeux sur lui. Elle ne parla pas. « Je vous demande pardon, dit le duc, pour la manière dont je vous ai traité au commencement, pour ma froideur, pour les doutes que je vous ai fait ressentir sans jamais les prononcer.
Vous méritiez davantage dès le premier jour, et je n'étais pas capable de vous le donner. Il soutint son regard. Je voudrais en être capable aujourd'hui, si vous me le permettez. Il marqua une pause, puis parla avec la voix la plus directe de toute la conversation. Je veux que vous restiez. Non pour Lucien, pour vous, avec moi. Un bref silence. Je vous aime, Élise. Je ne sais pas exactement depuis quand. Je sais que j'ai essayé pendant longtemps de ne pas le savoir, et je sais que je ne peux plus continuer à feindre que ce n'est pas vrai. Il s'arrêta encore une fois. Puis sans détourner les yeux, avec la même franchise, « Accepteriez-vous de m'épouser ?» C'étaient les mots les plus simples qu'il lui eût jamais dits et les plus difficiles. Élise le sut parce qu'elle vit ce qui lui avait coûté la manière dont il soutenait son regard après les avoir prononcés, sans se cacher, sans rien ajouter. Un homme qui avait appris à ne jamais demander était en train de demander. Élise se leva, marcha jusqu'à la fenêtre où il se tenait et s'arrêta à la distance qu'ils avaient toujours gardée. Cette distance qu'ils avaient maintenue pendant des mois sans jamais la nommer. Elle le regarda. Elle pensa à leur première matinée dans la cour, lorsqu'il était venu vers elle avec le poids tranquille de celui qui n'a pas besoin de se faire annoncer. Elle pensa à l'homme aperçu sur un seuil la nuit, une bougie à la main, et 11 années d'absence derrière lui, à ses épaules qui avaient cédé devant une fenêtre donnant sur les peupliers, à tout ce qu'elle avait vu de lui sans qu'il sache qu'elle l'avait vu. Elle pensa aussi à elle-même, à la jeune fille de 18 ans qu'elle avait été déjà privée de sa mère depuis 3 ans, et qui avait pourtant ouvert sa porte à un enfant sans nom. Elle pensa aux longues années passées à aider son père à élever un garçon qui n'était pas le sien, sans argent, sans repos, sans que personne lui demande de le faire, et à la manière dont elle l'avait fait, malgré tout parce que c'était ce qu'il fallait faire. Elle pensa aux 3 jours de voyage vers un château qui ne l'attendait pas sans aucune promesse et sans rien réclamer en retour. Elle avait tant donné pendant si longtemps qu'elle ne se souvenait plus du moment où elle avait cessé de se demander si quelqu'un la verrait un jour. Cet homme l'avait vue. Pas seulement son effort ni son utilité, mais elle-même sa manière d'écouter, de rester immobile, de prononcer les choses difficiles sans cruauté. Il l'avait vue et avait choisi de le lui dire à voix haute sans que personne l'y oblige. C'était ce qu'aucun homme ne lui avait jamais offert auparavant. Elle avait passé tout ce temps sans jamais rien demander pour elle-même. Elle décida que cela suffisait. « Oui, » dit Élise. Rien de plus. Mais elle le dit en le regardant dans les yeux, avec le même calme qu'elle avait mis à prononcer toutes les choses importantes de sa vie. Le duc leva la main et effleura sa joue avec la délicatesse que l'on réserve à ce que l'on craint de voir disparaître, puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un long baiser, mais l'un de ces baisers qui n'ont pas besoin de durer parce qu'ils disent tout ce que depuis des mois aucun des deux n'avait osé formuler à voix haute. Dehors, les peupliers du nord bougeaient dans le vent de la nuit. À l'intérieur, le château de Montfaucon était plus silencieux qu'à l'ordinaire, comme s'il savait. Avant de partir ce soir-là, le duc s'arrêta sur le seuil. « Je voudrais vous demander encore une chose. » Élise le regarda. « Votre père. Je voudrais qu'il vienne vivre ici. » Il marqua une courte pause, non pour les faits, mais parce que ses mots comptaient. « Cet homme a appris à mon fils tout ce que je n'ai pas pu lui apprendre, l'honnêteté, le travail, la manière de traiter les autres. Lorsque je regarde Lucien, et que je vois l'homme qu'il est devenu, je vois 11 années du travail de votre père. » Il soutint son regard. « Cet homme mérite de vivre près de ce qu'il a contribué à construire, et je veux qu'il soit ici avec nous. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle pensa à son père dans le village, à cet homme qui avait fait ce qui était juste toute sa vie, sans jamais demander que personne le lui reconnaisse. « Il ne voudra pas venir, dit-elle enfin. »« Je le sais, » répondit le duc. « Mais je veux qu'il sache que la porte existe, qu'une chambre et une place à table l'attendent, et qu'il y a ici des gens qui désirent l'avoir près d'eux. » Élise le regarda longuement et sourit. C'était le sourire d'une femme qui venait de comprendre qu'elle avait fait le bon choix. Les années suivantes transformèrent le château de Montfaucon en un lieu qui n'avait encore jamais été un lieu rempli de vie. Des voix, des pas rapides dans les escaliers. Les enfants d'Élise et d'Henri grandissant dans des corridors qui autrefois ne connaissaient que le silence. Lucien épousa une jeune femme au rire facile et au caractère ferme. Il administra les terres du Nord avec l'honnêteté que son grand-père adoptif lui avait enseignée avant même qu'il sache qu'il était un héritier. Ses enfants sautaient invariablement la dernière marche du grand escalier sous le regard de M. Évariste installé dans son fauteuil près de la cheminée
avec le calme d'un homme qui avait vu se refermer un cercle resté ouvert pendant bien trop longtemps. Le père d'Élise finit par s'installer dans l'aile ouest. Il arriva un mardi d'automne avec 2 mâles et ne repartit jamais. Le matin, il sortait dans le jardin avec Henri. Ils discutaient du temps des récoltes et des erreurs de la jeunesse. Ils se ressemblaient davantage qu'aucun des deux ne l'aurait admis. Dans le salon donnant sur le jardin intérieur, Henri lisait près de la fenêtre avec les lunettes qu'Élise lui avait rapportées de Dijon. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, et ses mains étaient plus tranquilles qu'autrefois. Non par faiblesse, mais parce qu'elle n'avait plus rien à prouver. Élise se tenait de l'autre côté de la table et le regardait. Il leva les yeux de son livre. « Qu'y a-t-il ? Rien, répondit Élise, avant de revenir à la lettre qu'elle écrivait. C'était vrai. Il ne se passait rien, et c'était précisément cela leur bonheur. Elle avait voyagé avec un jeune homme sans nom vers un château qui ne l'attendait pas. Elle y avait trouvé un homme si enfermé dans sa propre culpabilité qu'il ne restait presque aucune place en lui pour quelqu'un d'autre. Elle l'avait vu s'ouvrir, résister, puis s'ouvrir encore. Elle l'avait vu choisir de croire au moment où croire lui coûtait le plus. Et lui l'avait choisie, elle en sachant exactement qui elle était sans que personne le lui demande. Ce n'était pas une histoire simple. Les belles histoires le sont rarement. De même qu'Élise avait entrepris ce voyage sans savoir ce qu'elle trouverait au bout du chemin, vous êtes arrivés jusqu'ici et vous nous avez accompagnés jusqu'au dernier instant. Cela compte énormément pour nous. Un commentaire de votre part, même un seul mot, nous dira que cette histoire a touché votre cœur. Votre « j'aime » nous aide à continuer de raconter des histoires d'amour, comme celle d'Élise et d'Henri. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous pour nous rejoindre. N'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé, nous y avons laissé quelque chose d'important, ainsi qu'une liste de lectures préparée spécialement pour vous. Merci infiniment, chers auditeurs, chères auditrices. Que Dieu vous garde.